David Benahim, bonjour. Bonjour Elsa. Les auditeurs et auditrices vous connaissent en tant que journaliste pour vos analyses, notamment sur les États-Unis, mais aussi le Proche-Orient. Vous êtes grand reporter, producteur aussi de documentaires. Et là, on vous reçoit pour ce livre captif, paru aux éditions Écrin. Vous y racontez notamment le récit de cette détention au Nigeria de 3 semaines, alors que vous alliez y tourner un documentaire sur la communauté juive Igbo, mais aussi votre vie, votre résilience, votre rapport au journalisme, votre rapport au judaïsme, peut-être dans un premier temps, sur ce documentaire que vous alliez tourner. Qu'êtes-vous allé faire dans cette galère au Nigeria? Eh ben, on est allé justement filmer cette tribu dite perdue d'Israël dans le sud du Nigeria, les Igbo, qui ont un héritage absolument incroyable. On est arrivé un début juillet et on a été accueillis par une famille qui nous a vraiment, vraiment accueillis comme parmi les leurs. Ils ont chanté en hébreu, on a été faire l'office le matin à la synagogue, on nous a offert un talit. C'était absolument incroyable, on s'est retrouvés. J'ai encore des, j'ai encore des chills d'y penser, des vibrations de revoir ces images-là. Et on s'est retrouvés là, vraiment, on a beaucoup travaillé pour pouvoir y aller. On était en plein Covid et après 3 jours de tournage, on s'est retrouvés avec les services secrets locaux qui ont voulu absolument nous mettre des bâtons dans les roues en pensant qu'on était là pour refaire un retournement de gouvernement au Nigeria. Quand même, c'est vous prêter en tout cas beaucoup de pouvoir. Mais comment vous en arrivez là? Est-ce que avant le départ, vous aviez une conscience du fait qu'il y avait une forme de danger à vous rendre au Nigeria, dans cette région, à ce moment-là? On avait conscience que du point de vue politique, il y avait une instabilité, mais pas aussi grande qui puisse nous entraîner à aller en prison. Il y a un événement clé quelques jours avant notre arrestation qui fait que il y a eu plusieurs paramètres assez compliqués. D'abord, l'arrestation du leader du Biafra qui veulent la libération donc du peuple Igbo à l'intérieur même du Nigeria. Le Nigeria, c'est un pays comme tous ces pays post-coloniaux qui a été fabriqué artificiellement par le Royaume-Uni avec plusieurs tribus différentes qui se détestent. Et il y a eu la guerre du Biafra dans les années 60 qui a fait plus de 3 millions de morts. Et donc, ils ont ce désir d'indépendance. Et donc, 3 jours avant notre arrivée, il y a ce leader Igbo qui a été arrêté. Et nous arrivant sur le territoire avec un Sefer Torah et avec une récupération de la part justement du mouvement indépendantiste de notre arrivée, là, le gouvernement s'est dit, il se passe quelque chose. Donc, il y a eu un mélange de fake news et le fait que cette personne a été arrêtée 3 jours avant nous. Avant votre propre arrestation et détention, qu'est-ce que vous vivez sur place? Qu'est-ce que vous ressentez? Vous dites que ça questionne aussi votre identité juive à vous, de voir cette communauté juive au Nigeria. Et vous écrivez: judaïsme et sionisme signifient la même chose. Est-ce que ça a été une rencontre qui reste aujourd'hui bouleversante pour vous? Absolument bouleversant de se retrouver donc au milieu d'un petit village Ogidi dans le sud du Nigeria et de voir Ima Lisbonne, la chef de file des Igbo là-bas, qui organise avec toutes ses copines un rassemblement de la Viso qu'elle a créé et de se dire à quel point donc les femmes sionistes au fin fond de l'Afrique sont là et présentes et elles s'habillent dans leur plus bel appareil pour pouvoir célébrer cette journée-là et de célébrer notre arrivée. Oui, évidemment que ça réveille quelque chose. Vous, au moment où vous vous êtes arrêté, qu'est-ce que vous vous dites? Évidemment, un moment d'angoisse. Comment vous comprenez ce qui se passe et qui va vous sortir de là? Alors, ce qui est d'abord, j'invite les gens à lire le livre pour savoir ce qui Évidemment. va nous sortir de là. Mais ce qui est vrai, c'est que, il y a une manière de faire dans les pays d'Afrique, c'est qu'ils nous répondent à toutes les questions qu'on se posait, ils nous répondaient «oui» tout le temps. Ce qui fait que, en permanence, ils repoussaient, un échéancier d'arrestation potentielle. Donc on s'est retrouvés, entraînés et arrêtés, d'abord de manière assez correcte et ensuite mis dans une cage de manière assez terrible. Mais l'escalade, elle s'est faite, pas aussi soudaine et au bout de 12 heures de détention, là, on a compris que, ça pouvait tourner extrêmement mal. On s'est retrouvés extrêmement loin de la capitale, à devoir faire un parcours, de trajet, une escapade très, très dangereuse, qui nous a fait peur, où on pensait vraiment qu'on allait mourir à un moment donné.
C'est, votre, documentaire qui vous met en danger, mais aussi, pour vous David, le côté pluriel, ou en tout cas la complexité de vos identités, ça aussi, ça vous, fragilise à ce moment-là? Alors, je me rends compte un petit peu plus tard, oui, j'ai en effet, un problème de santé qui fait que j'ai besoin de médicaments et puis ma sexualité, le fait que je sois ouvertement gay, sur tous mes réseaux sociaux, un petit peu partout, fait que dans un pays où c'est, punissable de lapidation dans certaines régions et donc de condamner à mort, je m'en rends pas compte du tout, ni en partant, ni au moment de mon arrestation, mais c'est, plusieurs forces locales qui me le font comprendre. Il y a, des objets totems tout au long, de votre livre, ce Sefer Torah, vous le dites, que vous, apportez à la communauté juive, sur place dès le début, puis les téphilines que vous avez, pendant la détention, vos étoiles de David que vous portez, toujours sur vous. Absolument. Il y a une scène, qui est folle, c'est celle, d'un kidouche, en détention. Racontez-nous ce moment. Le 1er jour de notre arrestation, c'est le vendredi. On est vraiment dans une situation très compliquée. On n'a pas mangé, on a très peu bu, on est dans une situation où on sait absolument pas ce qui va se passer et le leader de notre groupe, Ronnie dans le livre, nous dit que, jamais dans sa vie il n'a raté un seul qui-douche et on arrive à se procurer une grappe de raisin et on a pris chacun un grain de raisin et on s'est tous réunis, on a fait un qui-douche, le qui-douche le plus incroyable qui m'avait été donné de faire de toute ma vie, qui avait beaucoup de signification, de garder notre humanité, de garder notre judaïsme, de se dire que, on avait cette tradition qu'il fallait continuer de perpétrer, quelle que soit la situation. C'était absolument incroyable à vivre, ouais. À quoi vous vous raccrochez durant ces 3 semaines? Il y a une question qui revient, que ce soit de votre part ou, des 2 personnes avec qui, vous étiez, aussi. Est-ce qu'on parle de nous? Est-ce que le monde a conscience de ce qui est en train de se passer? Est-ce que le monde a eu conscience de ce qui vous Le arrivait? monde n'a absolument pas eu conscience de ce qui nous est arrivé. Il y a eu, pas mal de gens sur les réseaux sociaux qui se sont mobilisés pour nous. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des chaînes, il y a des pétitions qui ont été signées et cetera, mais il y avait une véritable volonté de faire attention. Moi, je connais très bien les médias, je connais très bien comment ça passe, comment ça marche. On peut devenir une brève extrêmement rapidement et si on ne se sert pas de l'outil de communication au bon moment, c'est un coup d'épée dans l'eau. Donc, il y avait à la fois la volonté de faire en sorte qu'on puisse sortir et peut-être que le monde parle de nous et à la fois peut-être de se dire qu'on puisse le préserver pour faire en sorte que on arrive à négocier avec les autorités notre départ de prison. C'était très délicat, je l'explique, c'est vraiment l'endroit dans lequel j'ai pu réfléchir avec beaucoup de recul et j'ai pu le rapporter dans le livre. Mais c'est vrai que mon expérience de journaliste, mon expérience mes différentes expériences de couverture, de drames comme ça, le fait de se retrouver à être moi-même l'histoire, c'est quelque chose qui est, assez ça fait un petit peu partie de la quatrième dimension qu'on a vécue. À être au cœur de l'information et à inverser les choses où en effet, vous vous retrouvez vous à rédiger, des communiqués de presse sur ce que vous êtes, en train de vivre. Vous en voulez justement à certains médias, aux médias, de pas avoir eu conscience des enjeux, d'avoir, sorti le scoop alors que ça pouvait vous mettre en danger. Il y a eu comme ça peut-être un lien pour vous, à l'information, à l'institution média qui, s'est fragilisée? Il y a très peu de conscience de la part des journalistes de l'impact qu'ils peuvent avoir sur les personnes dont ils parlent. Ça, c'est problématique. Alors quand on est journaliste et qu'on connaît vraiment bien ce monde-là, on fait très, très attention, encore plus attention. J'en veux à personne, je suis en vie, je suis bien et tout va bien. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, des petites erreurs qui ont été écrites dans les premiers rapports ont été répertoriées plus tard et se sont jamais corrigées. Les journalistes font souvent peu d'efforts à faire ce genre de correction, mais au final, l'histoire est belle et c'est une leçon. C'est une leçon, aussi pour mes collègues journalistes, de faire un peu plus attention. L'histoire est belle, vous dites, vous parlez d'une aventure humaine. Comment vous arrivez, même pendant et désormais a posteriori, à retourner quelque part ce qui vous est arrivé? Juste après, on est reparti très, très rapidement. On a fait 11 pays d'Afrique, pour pouvoir continuer à filmer ce documentaire. Donc, la volonté était tout de suite de se dire qu'il était hors de question, que ça nous handicape. Au contraire, on s'est enrichi de ça. Donc, il n'a jamais été question que ce soit, quelque chose qui ferme une porte. Au contraire, ça en a ouvert énormément et ce qui est intéressant, c'est que, même en détention, on a énormément rigolé, on a énormément partagé et c'était aussi une aventure humaine.
quel sentiment vous avez à ce moment du retour en Israël? Est-ce que c'est aussi le rapport à cette terre? À un moment, vous dites Israël me manque, votre identité française et israélienne. Là, l'identité israélienne, elle a pris le dessus? Absolument. L'identité israélienne a complètement pris le dessus et même au moment de notre arrestation, la première chose qu'on a dit, c'est qu'on était israélien, d'appeler, notre ambassade d'Israël. On n'a même pas hésité. On possède tous, des passeports différents. À nous 3, on était, français, américains et israéliens et ce qu'on avait en commun, c'était Israël et donc à aucun moment il nous a été, on a pu penser qu'on puisse essayer de s'échapper de cette identité-là. Mais ce qui est vrai, c'est que et l'identité française et américaine ont également beaucoup aidé. J'aime bien dire que, 3 chancelleries ont vraiment, travaillé à chacun à leur niveau. Il y a une chancellerie supplémentaire qui est le Chabad, qui est une En histoire effet. qui est Enfin, le assez rôle politique du Rabat, il que y a font ces gens? Quels sont leurs il réseaux? y a un rôle absolument incroyable que je vous invite à découvrir et que j'ai envie de raconter. Je pourrais parler des heures de ce rôle-là, mais qui était la plus grande surprise de cette histoire, oui. Et l'ambassade française qui, au début, vous apparaît comme peu agissante et qui, en réalité, ils sont allés un peu au-delà de leurs prérogatives. En fait, il y a de l'humain aussi qui transite dans ces endroits. Absolument. Il y a beaucoup d'humanité. Je rends hommage à l'ambassadeur qui a été, à l'encontre, des recommandations du Quai d'Orsay, mais qui a eu une humanité absolument incroyable. Un autre consul à l'intérieur de chaque personne a vraiment joué un rôle et il y a eu énormément d'humanité. Et le sentiment d'injustice aussi qui a duré longtemps. Oui, bon, enfin longtemps, après tout est relatif. On est resté au final que 3 semaines, mais évidemment le temps semble extrêmement long quand on y est. J'ai à un moment donné, je me retrouve, dans une scène où j'entends la Marseillaise alors que je suis, isolé, et enfermé à clé et ça fait un peu bizarre, oui. Vous parlez dans ce livre aussi du côté éphémère de l'actualité, votre volonté de laisser une trace qui aussi se met en œuvre via ce documentaire. Pourtant, on peut se dire que le 7 octobre 2023, quand vous êtes en direct du 20h de TF1, c'est l'histoire avec un grand H. Pour autant, qu'est-ce qui se joue pour vous dans cette volonté du temps long, de l'étude, du lien, le journalisme, en tout cas du quotidien, les hard news, ça vous paraît limité? C'est pas que ça me paraît limité, c'est que le problème, c'est oui, le côté éphémère, quand ça fait, plus de 20 ans qu'on est correspondant, j'étais correspondante aux États-Unis, puis en Israël, il y a des moments, il y a des événements qui sont clés, qui sont importants de couvrir, mais malheureusement, le système des chaînes info fait que on doit se répéter énormément et que oui, l'éphémère fait qu'on disparaît très, très vite. Il y a une volonté de laisser une trace, surtout une volonté de construire et de faire en sorte que mon travail puisse, être entendu, compris et permettre aux gens d'avancer. Quand on couvre uniquement un événement à un moment clé, c'est plus compliqué. Mais c'est vrai qu'il y avait ce désir-là en faisant du documentaire, il y a ce désir-là en écrivant ce bouquin-là. Maintenant, quand le devoir m'appelle, c'était le cas le 7 octobre, c'était le cas sur ces 3 dernières années de guerre, je réponds présent, c'est normal. Parce que je pense que c'est le rôle d'un journaliste d'être présent sur des moments clés comme ça. Si je m'étais retrouvé le 11 septembre à New York, j'aurais fait mon travail. Je me suis retrouvé le 7 octobre à Tel Aviv, évidemment que j'ai fait mon travail. Une actualité généraliste que vous avez couvert pendant de nombreuses années. Et là, au cœur de ce livre, votre identité juive à vous, celle de la communauté juive au Nigeria. Il est peu question d'antisémitisme dans le livre. Ça a peu joué, c'était pas un enjeu dans votre détention, dans ce qu'on vous a renvoyé de ce que vous étiez? Non, à aucun moment ça a été un enjeu. On n'a pas ressenti d'antisémitisme. Les Ibo en soi vraiment, il y a une haine des Ibo. Ils sont victimes de massacres à l'intérieur du Nigeria, pas de par leur judaïté, de par leur identité propre. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on a ressenti sur place. Au contraire, il y avait une certaine adoration du côté culte et religieux. Quand on arrive avec un Sefer Torah à l'aéroport de Lagos, les portes sont ouvertes. Étonnamment, des passages de la sécurité qui rendraient fou n'importe quel soldat israélien ou garde israélien à l'aéroport de Ben Gurion, on a pu passer avec un Sefer Torah sans qu'il soit scanné. Enfin, c'est assez hallucinant. Mais oui, c'est vrai que ça n'a pas été une problématique. Il y avait dans cette communauté, il y a une ferveur, une façon d'observer les rites de façon assez, je ne vais pas dire radicale, mais en tout cas de se conformer aux règles du judaïsme avec, en tout cas, ils y accordent une grande importance. C'est quelque chose qui vous paraît loin de ce qu'on connaît du judaïsme français. Comment vous faites le lien? C'est le même judaïsme quelque part?
Alors, eux ont fait une reconnexion. Ils ont été convertis de force au christianisme, ou à d'autres, rites pendant des années, et ils font un retour, au judaïsme depuis une quarantaine, cinquantaine d'années et avec une ferveur absolument incroyable. J'ai vu, 2 frères, Moshe et Emmanuel, les enfants de Ima, quand on est arrivé, 1 office du matin où on a lu la Torah avec eux et de les voir en train de lire pendant que son frère est en train de le guider avec son doigt pour faire les ta'amim, comme un chef d'orchestre, de voir comme ils ont fait ça toute leur vie parce qu'eux sont nés dans le judaïsme. C'est absolument, absolument incroyable. Ça donne des frissons parce que, on se dit: «Ben, on est vraiment à des milliers et des milliers de kilomètres de là où on est» et ce judaïsme-là continue de se transmettre. Eux, ils avaient aucun livre, ils avaient pas de Sefer Torah, ils ont fait des photocopies de PDF qu'ils ont reçues pour pouvoir s'éduquer et apprendre et ils n'ont pas la volonté de venir faire, une alia ou une immigration. Ils sont aujourd'hui bien où ils sont, donc peut-être que potentiellement ils le feront, mais c'est pas leur objectif premier. Il y a pas une perspective économique. Il y a une volonté de renouer avec leur peuple, avec leurs frères et quand on est arrivé, on a vraiment eu le sentiment de retourner avec une famille. Vous dites qu'il y a pas de volonté, d'alliage et on a vu, il y a quelques jours des Bnei Ménaché venus, d'Inde qui sont arrivés, en Israël. Cette volonté d'intégration, en tout cas au plus haut niveau, de l'État en Israël, ça pour autant, ça vous paraît être une démarche, souhaitable qu'il faut pérenniser, de pouvoir les accueillir? Absolument, c'était aussi la démarche du documentaire, ça l'est toujours. L'idée, c'est de la reconnaissance, des autorités rabbiniques et du gouvernement israélien. Ça se fait de manière douce, mais ça se fait quand même. Il y a une prise de conscience. Cette arrivée des Bnei est absolument incroyable. Les Bnei qui font, ce sont des juifs originaires d'Inde, qui ont fait, un retour en Israël très marqué, qui ont une intégration impressionnante, notamment, dans l'armée israélienne, dans la société. De voir, par exemple, à quel point, les Bêta Israël, les Juifs d'Éthiopie ont également une intégration incroyable en Israël, c'est quelque chose qui montre qu'il y a une possibilité de tous se retrouver. Sans transition, David Benahim, j'ai envie de vous demander, parce que c'est une organisation, un mouvement de jeunesse qui apparaît aussi à nombreuses reprises dans le livre, qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre vie, peut-être dans ces moments-là aussi, parce que vous chantez le chant du soir à un moment, dans un moment de tension assez forte, les éclaireurs éclaireuses et israélites de France. Et je ne suis pas du mouvement, donc je n'ai pas d'intérêt, mais Mais il y a pas de souci, on vous aime quand même. voilà, tout est Voilà, dit. exactement. Non, c'est comme un couteau suisse, les EI, ça nous permet d'abord une certaine, facilité d'adaptation de toutes les situations. On a pu se raconter des souvenirs, en effet, à l'intérieur de la cellule, se raconter, les pires moments que j'ai pu vivre aux EI, des petites anecdotes, et il y a un côté comme ça de se dire que, chacun de ces moments-là, je les prends avec moi. C'est une famille qui m'accompagne. Oui, ils ont joué un rôle, ils étaient pas présents, ils ont pas joué un rôle particulier, pour notre libération, mais ils étaient en effet, en permanence avec nous. Le chant du soir a joué un rôle, notamment cette fameuse phrase: «Que cette nuit ne soit pas la dernière». On n'a pas cessé de la chanter et tant mieux qu'elle s'est réalisée. Le sous-titre de votre livre, c'est Souviens-toi de ton futur. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase pour vous? Que chaque moment de notre vie, c'est une pierre qu'on pose pour les moments à venir et que donc il faut avoir une prise de conscience permanente de tout ce qu'on fait, pour se dire: «Ben, je peux me retourner, je peux regarder en arrière, regarder dans le miroir et de me dire: "Ça va, je peux être fier de ce que j'ai fait"» et je pourrais me retourner en disant: «Voilà, j'ai joué par l'exemple» et donc c'est à la fois une pierre qu'on pose, une graine qu'on plante et une manière de se dire, «Bah, je me souviens de chaque instant du présent parce que c'est une manière pour moi de construire l'avenir». C'est dans cette logique-là aussi qu'a mûri pour vous l'idée d'avoir un enfant? Ah, c'est complètement dans cette idée-là et c'est, aussi, un des miracles de cette captivité, c'est que, au final, quelques années plus tard, j'ai réussi à concrétiser ce désir absolument, fabuleux d'être papa. Ce qu'on voit, David Benahim, pour conclure, c'est que vous êtes précurseur à la fois sur des journaux gratuits, sur le lien de l'info avec Internet, aussi sur le fait d'avoir su capter avant le 7 octobre 2023 ce qui se passait sur les campus américains. Je ne vais pas vous demander de lire l'avenir, mais en tout cas, de ce que vous percevez aujourd'hui, des tensions régionales au Moyen-Orient, des liens avec la politique américaine, qu'est-ce qui vous paraissent être les grandes tendances des mois, années à venir? Bah, ça fait partie justement du travail que je suis en train de faire en ce moment, de mon prochain ouvrage. C'est de se dire que
on arrive à une période où le soutien inconditionnel ou même pas inconditionnel des Américains ou des États-Unis envers Israël va complètement disparaître, quelles que soient les prochaines personnes au pouvoir, que ce soit l'extrême gauche woke ou l'extrême droite qui est en train de se transformer de Make America Great Again en America First, donc de l'Amérique républicaine de Donald Trump en une Amérique républicaine encore plus radicale que celle de Donald Trump, qui au final sera dans une situation pas limite antisioniste, clairement antisioniste. C'est dangereux pour Israël. C'est extrêmement dangereux pour Israël et à la fois ça peut permettre d'être un éveil pour Israël, d'avoir des nouvelles alliances et une autre indépendance que celle qui est liée absolument en permanence avec les États-Unis.